Le ministre de la Défense du Mali tué chez lui, dans un attentat suicide, à quelques kilomètres de la capitale. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas de la propagande. Le général Sadio Camara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, est mort le 25 avril 2026, officiellement confirmé par le pouvoir malien lui-même. Et ce n'est que le début de ce que tu vas apprendre aujourd'hui. Parce que derrière cette attaque, il y a une architecture entière de soutien. Des sponsors, des réseaux, des intérêts géopolitiques que les gouvernements n'aiment pas nommer à voix haute. Ce jour-là, le 25 avril 2026, 6 villes ont été frappées en même temps. Bamako, Kati, Konna, Mopti, Gao et Kidal. Une offensive coordonnée, simultanée, d'une ampleur que le Mali n'avait pas connue depuis plus de 10 ans. La dernière fois que quelque chose d'aussi massif s'était produit, c'était en 2013, quand les djihadistes descendants du nord avaient failli atteindre Mopti. C'est là que la France avait déclenché l'opération Serval en urgence. Mais cette fois, il n'y a pas de Serval, il n'y a pas de Barkhane. La France a été expulsée du Mali en 2022, et les Russes qui l'ont remplacée, on va y revenir. Parce que leur comportement ce week-end-là soulève des questions très sérieuses. D'abord, comprendre qui a attaqué. 2 groupes, le FLA, le Front de Libération de l'Azawad, des rebelles touaregs indépendantistes, et le GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, des djihadistes affiliés à Al-Qaïda. Sur le papier, ces 2 groupes n'ont rien en commun. Les touaregs veulent l'indépendance du Nord. Les djihadistes veulent un califat islamiste. Ce sont des visions du monde incompatibles. Alors comment se retrouvent-ils à combattre côte à côte? La réponse, c'est que cette alliance n'est pas nouvelle. En 2012 déjà, le MNLA, Touareg et AQMI s'étaient alliés pour prendre le nord du Mali. Ce que les chercheurs appellent des liens de solidarité ethnique, tribale et familiale entre ces groupes. Le FLA d'aujourd'hui, c'est essentiellement le successeur du MNLA d'hier. Et l'année précédant les attaques, un accord formel avait déjà été conclu entre le GSIM et le FLA. Ce week-end de violence, ça se préparait depuis longtemps. Maintenant, voilà la question que tout le monde esquive. Ces groupes ne fonctionnent pas dans le vide. Une offensive coordonnée sur 6 villes simultanément, ça ne se prépare pas du jour au lendemain. Ça demande du renseignement, de la logistique, des moyens. Pense à ce que ça représente concrètement. Une voiture piégée, un camion-citerne rempli d'explosifs, qui passe 3 checkpoints militaires pour arriver jusqu'au domicile du ministre de la Défense. 3 checkpoints, levés, un par un. Sadio Camara n'était pas n'importe qui. C'était l'homme qui avait orchestré le départ des forces françaises du Mali en 2022. L'architecte du rapprochement avec la Russie et Vladimir Poutine, formé en Russie lui-même. L'artisan de la diversification avec la Turquie, la Chine, la Russie. Sa mort n'est pas un dommage collatéral, c'est une élimination ciblée. Et selon certaines sources, les assaillants se seraient ni même trompés de domicile avant de trouver le bon. Ce qui suggère une opération de renseignement précise, mais imparfaite. Assimi Goïta lui-même, dans son discours officiel après les attaques, a utilisé une formulation très précise. Il a parlé de, je cite, « sponsors internes et externes qui fournissent du renseignement et des moyens logistiques aux groupes terroristes, des sponsors internes et externes ». Le chef de l'État malien lui-même reconnaît qu'il y a des financeurs, des informateurs, des complices à l'intérieur du Mali et à l'extérieur. Alors, qui sont-ils? Commençons par ce qui est le plus troublant. Pendant l'offensive, des communications ont été interceptées. Des voix parlant, italiens. Des drones pilotés par ce qui ressemblait à des mercenaires ukrainiens. Des éléments qui semblent sortir d'un roman d'espionnage, mais qui ont été évoqués publiquement. 12 000 hommes. C'est le chiffre avancé. 12 000 combattants qui seraient entrés clandestinement sur le territoire malien, avec armes et bagages, avec des drones, dont environ 1000 concentrés sur Kidal, le reste dispersé à travers le pays, pour faire entrer 12 000 hommes armés dans un pays sans que les services de renseignement ne détectent rien. Soit ces services sont extraordinairement défaillants, soit quelqu'un à l'intérieur a laissé faire. C'est l'une ou l'autre, il n'y a pas de troisième option. Et maintenant, parlons de l'acteur que tout le monde regarde avec méfiance depuis ce week-end. La Russie. En novembre 2023, la reconquête de Kidal par les FAMAS, les forces armées maliennes, avec l'appui des soldats russes d'Africa Corps, s'était présentée comme le grand triomphe du régime Goïta, la preuve que le partenariat avec Moscou fonctionnait. Moins de 3 ans plus tard, ces mêmes Russes quittent Kidal, précipitamment, à bord de camions, sans combattre. Et voilà ce qui rend la situation vraiment étrange. Ils auraient négocié directement avec les nouveaux maîtres de Kidal, sans passer par leurs partenaires maliens. Réfléchis à ce que ça signifie. La Russie, censée être l'allié stratégique du Mali,
prend langue directement avec les rebelles et djihadistes qui viennent d'attaquer ce même Mali, sans en informer Bamako. Est-ce que ça ressemble à un allié? La comparaison qui circule dans les cercles d'analystes est brutale. La Russie a lâché des partenaires stratégiques dans d'autres théâtres d'opération quand la situation devenait intenable. Est-ce qu'elle est en train de faire la même chose avec Bamako? Voilà les chiffres que la propagande russe ne diffuse pas. Les échanges commerciaux totaux entre la Russie et tout le continent africain, 20 milliards de dollars. Pour l'Union européenne, 280 milliards. Pour la Chine, 295 milliards. La Russie ne contribue quasiment rien à l'économie malienne. Ce que la Russie apporte au Mali, c'est essentiellement deux choses: des hommes armés et une machine de propagande informationnelle extrêmement puissante. Africa Corps sur le terrain, RT et les réseaux sociaux pour façonner les perceptions. C'est tout. Et quand les hommes armés partent sans terrain sans combattre, il reste quoi? La propagande. Mais la Russie n'est pas le seul acteur externe dont on doit parler. Il y a l'Algérie. Et les relations entre Bamako et Alger sont, pour le dire poliment, extrêmement tendues. L'Algérie avait joué un rôle central dans les accords de paix d'Alger de 2015, qui devaient régler la question touareg au nord du Mali. Bamako a officiellement quitté ces accords en janvier 2024. Et depuis, les deux pays s'accusent mutuellement. Le Mali accuse l'Algérie d'abriter des terroristes poursuivis, d'héberger des imams contestés, de vouloir dicter sa politique. L'Algérie, de son côté, s'est réconciliée avec le Niger et a engagé des discussions avec le Burkina Faso. Bamako reste la capitale qui maintient la ligne la plus dure. Il y a même eu un incident de drone. Le Mali a intercepté un drone algérien sur son territoire. Un acte qu'Alger a qualifié d'erreur, que Bamako a traité comme une agression délibérée. Les deux pays sont au bord de la rupture diplomatique ouverte. Et pendant ce temps, l'Algérie et la Russie ont signé un accord militaire. Alger va acheter des armes russes en grande quantité. Quand on sait que la Russie joue simultanément des deux côtés dans d'autres conflits africains, notamment en Libye où elle soutient Haftar contre l'unité territoriale du pays, la géométrie devient très complexe. En Libye, la Russie soutient le maréchal Haftar, dont les ambitions vont à l'encontre de l'unité territoriale du pays. La Russie n'est pas par principe l'allié de l'intégrité territoriale des États africains. Elle joue ses propres intérêts, toujours. Alors qui d'autre? La France. Marginalisée, expulsée, humiliée dans la communication officielle malienne depuis 2022, mais toujours présente en coulisses. Et selon certains analystes, potentiellement intéressés par une déstabilisation qui prouverait que le départ français était une erreur. C'est une accusation grave. Et il faut être honnête, il n'y a pas de preuve directe d'une implication française dans ces attaques. Mais la question se pose publiquement, y compris parmi des analystes sérieux, parce que la France a les moyens, les réseaux et un mobile politique évident. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que l'objectif des attaques du 25 avril dépassait largement la déstabilisation. C'était un coup d'État. Bamako était la cible finale. Assimi Goïta lui-même était visé. Chaque général malien a rejoint sa caserne ce week-end-là. Le président Goïta, issu des forces spéciales, a sa caserne à Samako. Le ministre de la Réconciliation, sa base aérienne. Le président du CNT, le camp de Kati. Ils se sont tous mis à l'abri, sauf Camara. Camara était sur le terrain, fidèle à son serment d'officier. Et c'est pour ça qu'il est mort. Pas dans son bureau, sur le front. L'homme qui avait consacré toute sa vie à l'armée malienne est tombé l'arme à la main. Goïta, lui, a choisi le silence pendant plusieurs jours. Une stratégie, disent ses proches. Mais ce silence a nourri des rumeurs folles, qu'il s'était réfugié au Niger, qu'il avait fui, des rumeurs démenties, mais qui ont circulé à grande vitesse. Et là, on touche à une autre arme des sponsors des terroristes, la désinformation. Goïta l'a dit explicitement dans son discours, la désinformation peut devenir une arme au service des terroristes. Ce n'est pas une métaphore. Les réseaux sociaux font partie intégrante de la stratégie d'attaque. Créer la panique, fragmenter la confiance, paralyser la réponse. Et pendant que Bamako vacille, regarde ce qui se passe autour. Le Burkina Faso, les 3/4 du territoire échappent au contrôle du gouvernement. Le Niger, l'aéroport de Niamey a été attaqué par des djihadistes avec 3 pick-up qui ont réussi à le tenir pendant plusieurs heures. 3 pick-up, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Ghana, tous ces pays sont menacés par la progression djihadiste vers le sud. Si le Sahel s'effondre, ce n'est pas une crise régionale, c'est une crise continentale. Un Sénégalais interrogé l'a dit simplement, « Si le Mali tombe, c'est tout le Sahel qui suit. » Alors dans ce contexte, qui peut vraiment aider le Mali? Pas la Russie, on l'a vu, stratégie monosécuritaire, zéro contribution économique et comportement ambigu à Kidal. Pas la France, rejetée politiquement même si militairement compétente. Les États-Unis font un retour en force avec une approche très transactionnelle, sécurité contre accès aux ressources minières.
le modèle qu'ils ont testé en République démocratique du Congo. Le Mali a des richesses, or, lithium, phosphate. Washington le sait. Et puis il y a la Turquie, l'acteur dont on parle le moins, mais qui joue peut-être le jeu le plus intelligent. Drones TB2 et Akinci fournis à l'armée malienne. Diplomatie religieuse, aide humanitaire. Et selon certaines sources, des mercenaires turcs impliqués dans la garde rapprochée des autorités maliennes. La stratégie turque est multidimensionnelle, là où la stratégie russe est unidimensionnelle. Et discrète, là où la russe est bruyante. En termes d'efficacité réelle sur le terrain, la comparaison n'est pas flatteuse pour Moscou. Mais revenons à la question centrale, les sponsors des terroristes. Parce qu'au-delà des acteurs étatiques qui jouent d'emblée des jeux géopolitiques complexes, il y a une réalité plus simple et plus brutale. Quelqu'un finance, quelqu'un arme, quelqu'un renseigne. Le GSIM, affilié à Al-Qaïda, a des sources de financement documentées. Trafic de drogue transsaharien, trafic d'armes, rançon d'enlèvement. Des flux financiers qui transitent par des réseaux criminels internationaux. C'est là qu'apparaît la piste italienne. Des voix en italien interceptées sur le terrain malien. Aller chercher la connexion avec les réseaux criminels organisés. Les rebelles Touaregs du FLA, eux, bénéficient de soutien diasporique, des Maliens et des Touaregs, installés à l'étranger qui financent politiquement et parfois matériellement la cause indépendantiste. Des hommes politiques maliens en exil qui, selon les accusations du pouvoir de Bamako, auraient comploté avec les terroristes. Et puis il y a les sponsors étatiques indirects. Pas forcément ceux qui envoient des chèques aux djihadistes, mais ceux qui ferment les yeux sur les flux financiers. Ceux qui laissent leur territoire servir de base arrière. Ceux qui fournissent du renseignement sans les mains sales. Le pipeline transsaharien qui doit relier le Nigeria à l'Algérie traverse des zones contrôlées par des groupes armés. Les intérêts économiques dans cette région sont colossaux. Qui contrôle la sécurité de ces couloirs contrôle des milliards. C'est aussi ça, la guerre au Mali. Et voilà ce que les analystes sérieux ne disent jamais assez clairement. Cette crise n'est pas principalement une crise sécuritaire. C'est une crise de gouvernance. Un État qui a perdu le lien avec ses populations. Des élites perçues comme corrompues. Un mécontentement profond que les djihadistes exploitent. Le risque du Sahélistan, un territoire dominé par une gouvernance djihadiste, ne vient pas seulement des armes des terroristes. Il vient du vide laissé par des États qui n'ont pas réussi à construire un sentiment national, une armée véritablement nationale, un contrat social. Et c'est là que la question des sponsors prend une dimension différente. Oui, il y a des financeurs externes, oui, il y a des acteurs géopolitiques qui jouent des jeux troubles. Mais le terreau, lui, est interne. La pauvreté, l'absence de l'État dans les zones rurales, l'injustice perçue, ça, personne ne peut l'importer de l'extérieur. Bamako n'est pas tombé. C'est le fait le plus important de ce week-end sanglant. Dans les conflits africains, tant que la capitale reste entre les mains du pouvoir, tout reste rattrapable. L'histoire le montre. Bamako est blessé, sonné, endeuillé, mais debout. L'Alliance des États du Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger, travaille à une force unifiée qui pourrait atteindre 15 000 hommes. C'est considérable sur le papier. Mais une force militaire ne résout pas une crise de légitimité politique. Et les 3 pays de l'AES sont tous sous pression simultanément. La durabilité de l'alliance entre le FLA et le GSIM est elle-même une question ouverte. Ils ont des objectifs incompatibles à long terme. Qui va administrer Kidal maintenant ? Jusqu'à quand cette coalition de circonstances va-t-elle tenir avant que les contradictions internes n'explosent ? En 2012, la même alliance avait fini par se fracasser. Les djihadistes avaient retourné leurs armes contre leurs alliés Touaregs. L'histoire a une mémoire. La question c'est, est-ce que le Mali aura le temps d'attendre que cette coalition implose d'elle-même ? Voilà où on en est. Un pays frappé en plein cœur. Un ministre de la Défense assassiné. Une ville symbole perdue. Des alliés russes dont le comportement soulève des questions sans réponse. Et des sponsors dans l'ombre, étatiques, criminels, diasporiques, dont personne ne veut vraiment prononcer les noms. Rappelle-toi ce qu'Assimi Goïta a dit dans son discours. Ces attaques s'inscrivent dans un vaste plan de déstabilisation, conçu et exécuté par des groupes armés terroristes et les sponsors internes et externes qui leur fournissent du renseignement et des moyens logistiques. Il sait, il le dit, mais nommer les noms, ça c'est une autre guerre. Au début, on t'a dit que le ministre de la Défense avait été tué chez lui, à quelques kilomètres de la capitale. Ce fait brut, isolé, semblait être une histoire de terrorisme. Mais maintenant tu vois ce qu'il y a derrière. Des réseaux criminels transnationaux, des jeux de puissance russo-algéro-français, des drones ukrainiens, des voix en italien, des politiciens en exil, et un État qui se bat autant contre ses ennemis extérieurs
que contre ses propres failles internes. La vraie question n'est pas « Qui a attaqué le Mali ce week-end-là ?» La vraie question, c'est « Qui a intérêt à ce que le Mali reste instable ?» Et quand tu poses cette question-là, la liste des suspects est beaucoup plus longue que 2 groupes armés dans le désert.